Bonjour. Dans cette vidéo, on va étudier la fonction trigonométrique f de x est égal à sinus x multiplié par cosinus cube de x. Vous savez bien que f est le produit de deux fonctions définies, continues et dérivables sur R, alors est défini, continu et dérivable sur R. Donc le domaine de définition de f, évidemment, c'est R. On peut aussi vérifier la parité et la périodicité donc de f. Comme on a coutume de le faire, pour étudier donc la parité, il faut toujours vérifier si le domaine de définition est symétrique, c'est-à-dire centré autour de 0. R, c'est moins l'infini plus l'infini, donc le centre c'est bien 0. C'est-à-dire vérifier que si x appartient à R, que moins x aussi appartient à 0. Ça prouve que donc le domaine de définition est symétrique. Et que f de moins x, on peut le vérifier ici, que f de moins x égale moins f de x. Vous savez bien que sinus est une fonction impaire et que cosinus est une fonction paire. Que sinus de moins x c'est moins sinus x et que cosinus de moins x c'est cosinus de x. Donc f de moins x c'est moins f de x. Alors pour la périodicité, vérifiez d'abord que les deux fonctions ont des parités sont paires ou impaires. Sinus est une fonction du moins périodique. Là, sinus est une fonction périodique, cosinus est une fonction périodique. Sinus est 2π périodique, cosinus aussi est 2π périodique. Mais n'empêche, pour la fonction ici donnée, puisque c'est le produit de deux fonctions, on peut vérifier que la périodicité peut être encore un multiple ou un sous-multiple donc de la période donc des deux, hein, n'est-ce pas? En tout cas, donc le plus petit multiple commun entre deux aussi, c'est possible, hein, parfois. Donc dans les prochaines vidéos, on reviendra en détail donc sur les périodicités. Alors, donc, vérifiez que si x appartient à R, que x plus pi aussi appartient à R. X plus la période appartient aussi à R. Hein? Et que f de x plus pi est égal à f de x. Alors, donc là, la fonction est périodique et de période pi. Donc, quelles sont les conséquences géométriques pour une fonction impaire, une fonction périodique? L'implication sur la représentation de la courbe. Hein? Donc quand une fonction est impaire, sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère, n'est-ce pas? Si vous avez une partie donc de la courbe ici, l'autre partie va être symétrique par rapport à O, n'est-ce pas? Donc quand une fonction est impaire, donc sa courbe est symétrique par rapport à O. Alors pour une fonction périodique, donc sur un intervalle de longueur, la période égale à la période, on peut représenter une partie de la courbe et sur les autres faire des translations. C'est-à-dire reproduire à l'identique la courbe donc, sur d'autres intervalles de même longueur. Donc si j'ai un intervalle de longueur pi, la courbe que j'ai va se répéter sur un autre intervalle de longueur pi, et ainsi de suite. Donc sur tout R, on peut représenter la même courbe. C'est pourquoi on dit que la fonction est périodique. Donc connaître ces détails-là permet donc de réduire donc, le travail sur une seule partie donc, du domaine de définition, ce qu'on appelle le domaine d'étude. Donc ça implique que le domaine d'étude permet donc de réduire donc le travail sur un intervalle plus petit, n'est-ce pas? Alors, le domaine d'étude ici, vérifiez toujours d'abord que si la fonction est paire ou impaire, que c'est R inter 0 plus l'infini. On pouvait aussi prendre de façon symétrique moins l'infini 0 inter R. Hein? Il n'y a pas de problème. Donc, il faut toujours faire donc le domaine de définition inter, ici le domaine de définition c'est R, j'aurais pu marquer le domaine de définition inter 0 plus l'infini si la fonction est impaire ou paire, d'accord? Donc c'est à dire étudier ça sur une partie de 0 plus l'infini. Quand une fonction est paire ou impaire, on peut étudier ça sur une partie donc du domaine de définition, c'est à dire sur 0 plus l'infini ou sur moins l'infini 0, mais tout en étant dans le domaine de définition, là où c'est défini sur ces parties là dans le domaine de définition, d'accord? Donc en plus, si la fonction est périodique, n'est-ce pas, on peut faire le domaine de définition inter 0t sur 2. D'accord? Le domaine de définition inter 0t sur 2. Donc j'ai fait tout ça parce que le résultat peut donner aussi 0t sur 2. Le domaine de définition inter 0t sur 2. D'accord? Et le résultat ici, c'est que cette fonction-là, son domaine d'étude correspond bien à 0t sur 2. Donc pi sur 2, hein, puisque la période c'est pi, donc pi sur 2. Donc on peut travailler seulement sur 0 plus. Donc c'est important de le faire. Alors f est dérivable sur R,
puisque c'est le produit donc de deux fonctions dérivables sur R. Sinus est une fonction dérivable, indéfiniment dérivable, une fonction C infini, hein, comme on a l'habitude de le dire. Alors, cosinus aussi est une fonction indéfiniment dérivable. Alors, donc la dérivée première donc, de la fonction, ça a donné ça. On peut aussi factoriser ce facteur-là, hein, on peut factoriser ici, puisqu'on a la différence entre deux termes, entre deux carrés. 4 cosinus carré x moins 3, c'est la différence donc de 2 cosinus de x au carré moins racine de 3 au carré. Donc ça fait a moins b, facteur de a plus b. D'accord? Donc on factorise. Alors, sous cette forme, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile donc d'étudier le signe. Voyez-vous, le signe de f' dépend de ce produit-là, puisque cosinus carré est positif, quel que soit x, hein, appartenant à R. En plus, quand nous travaillons sur 0 puis sur 2, cosinus était déjà positif, n'est-ce pas? Au carré encore, c'est encore plus. Le carré d'un nombre est toujours positif. Donc le signe dépend de ce produit-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier donc le signe de ce produit. Il faut étudier ce terme-là, le signe de ce terme, de ce facteur, et le signe de ce facteur, n'est-ce pas, séparément, et mettre ça dans un tableau de signes résumé. Ça permettra donc d'établir donc le tableau de variation. D'accord? Donc si c'est rapide, vous pouvez toujours arrêter donc la vidéo et faire par vous-même, hein, avant de poursuivre. Hein. Tout ça, c'est pas difficile. Alors, voilà comment on étudie maintenant le signe. Hein, je commencerai par étudier le signe donc, de ce facteur-là, 2 cosinus x moins racine de 3. Je pose une inégalité, pour étudier donc, le signe d'un terme, je pose une inégalité, soit supérieure ou égale à 0, soit inférieure ou égale à 0. Supérieur ou égale, c'est-à-dire vous cherchez l'intervalle où c'est positif. Si vous le trouvez, vous allez trouver l'intervalle où c'est négatif. Donc c'est très simple. Donc soit cosinus x supérieur à racine de 3 sur 2. Et je vous conseille toujours d'utiliser donc le cercle trigonométrique, comme aussi on a d'autres moyens. Il y en a qui préfèrent résoudre l'équation et ensuite, dans les intervalles qui sont sortis, chercher le signe facilement en remplaçant par des nombres. Donc établir le tableau de signes, ça va de soi, mais il faut le faire rigoureusement. Et il faudra justifier donc la méthode pour ne pas fausser donc les variations, le comportement global de la fonction, n'est-ce pas? Alors, comment résoudre maintenant de façon trigonométrique? Donc sur le cercle trigonométrique cosinus de... Donc vous tracez le cercle trigonométrique, c'est le cercle de rayon 1, n'est-ce pas? Vous savez donc déjà que cosinus de x égale racine de 3 sur 2, une solution, n'est-ce pas? Un angle, une mesure principale solution donc de cette équation, entre 0 pi sur 2 et pi sur 6. Vous placez pi sur 6, projetez, vous allez avoir racine de 3 sur 2. Ce nombre-là est racine de 3 sur 2. N'est-ce pas? Alors, maintenant, on va chercher l'ensemble des solutions, c'est-à-dire les angles qui sont solutions, qui se trouvent entre 0 et pi sur 2. D'accord? Voilà le segment 0 pi sur 2, parce que je dois résoudre. N'oubliez pas qu'on est dans le domaine d'étude 0 pi sur 2. Alors, quels sont les x tels que leur cosinus est plus grand que racine de 3 sur 2? Donc les cosinus d'abord, il faut savoir que cosinus de x, c'est ce segment-là qui est dans le cercle trigonométrique et qui est sur l'axe des x. C'est ça qu'on appelle les cosinus de x. Maintenant, quels sont les cosinus de x qui sont plus grands que racine de 3 sur 2? Il est là, le petit segment-là. Cosinus, n'oubliez pas, ne dépasse jamais 1 et est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc, les cosinus qui sont plus grands que racine de 3 sur 2, ils sont là. Alors, ils correspondent à quel angle? Ben, ce sont les angles qui sont entre 0 et pi sur 6. Donc, voilà l'intervalle solution. C'est-à-dire, je voulais savoir donc, le signe de 2 cosinus de x moins racine de 3. Où est-ce qu'il est positif? Il est positif si seulement x appartient à 0 et pi sur 6. Alors, il est négatif si x appartient à pi sur 6, pi sur 2. D'accord? Vous faites de même pour 2 cosinus de x plus racine de 3 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire cosinus de x supérieur ou égal à moins racine de 3 sur 2. Donc, où sont les cosinus qui sont plus grands que moins racine de 3 sur 2? Ben, c'est le segment qui est entre moins racine de 3 sur 2 et 1. Voilà les cosinus qui sont plus grands que cosinus de x qui sont plus grands que moins racine de 3 sur 2. Ils correspondent à quel intervalle solution? Ben, c'est de 0 jusqu'à 5 pi sur 6. D'accord?
Mais là, remarquez que je suis déjà sorti de 0 pi sur 2. Donc ça veut dire que sur 0 pi sur 2, ben, ça veut dire que ce nombre-là est déjà positif. Quel que soit donc x qui est entre 0 pi sur 2, 2 cosinus de x plus racine de 3 est toujours positif. N'est-ce pas? D'ailleurs, on n'avait pas besoin de le faire, hein, puisque cosinus entre 0 pi sur 2, cosinus de x est positif. Mais c'était à titre illustratif. Hein, c'est pour vous montrer aussi, dans une prochaine résolution, si vous tombez sur des résolutions trigonométriques, comment le faire. Donc, quel que soit x appartenant à 0 pi sur 2, cosinus est positif. Donc, 2 cosinus de x plus racine de 3 est positif. Donc, je n'avais pas besoin de résoudre, mais je vous illustre seulement. Donc, on passe rapidement. Alors, on établit alors donc le tableau de signes. Voilà, 2 cosinus de x moins racine de 3 est positif entre 0 et pi sur 6, et négatif, évidemment, entre pi sur 6, pi sur 2. Et que 2 cosinus de x plus racine de 3 est partout positif sur 0 pi sur 2. Alors, f', la fonction, là, voilà donc le signe de f' suivant les valeurs de x. On a donc le tableau de signes. On a établi donc le tableau de variation qui nous permet donc de voir le comportement global de la fonction sur 0 pi sur 2. Sur 0 pi sur 6, c'est croissante. Et sur pi sur 6, pi sur 2, c'est décroissante. Sur la deuxième ligne, on peut bien lire que en 0, le nombre dérivé égale 1. Donc ça veut dire que donc, la pente au point de coordonnées 0, 1 est égale à 1. N'oubliez pas aussi hein, ces détails-là. C'est pour bien tracer aussi la courbe. Comment tracer donc les tangentes? Les tangentes, il ne faut pas les oublier. Même si ce n'est pas demandé dans le texte, pour bien tracer une courbe, il faudra bien... D'accord? Alors, sur pi sur 6, au point pi sur 6, racine de 3 racines de 3 sur 16, là, on a une pente horizontale. Alors que sur pi sur 2, 0, on a une pente aussi horizontale. N'est-ce pas? Donc, les nombres dérivés, je les précise pour pouvoir toujours tracer donc les... N'est-ce pas? Alors, donc, traçons maintenant la courbe de f sur DE, sur le domaine d'étude, sur 0 pi sur 2 d'abord. Alors, pour tracer la courbe, donc, je vais m'intéresser à la tangente au point 0, 0. Donc, voilà la tangente au point 0, 0. C'est une demi-tangente à droite. Hein? J'ai une demi-tangente à droite à tracer. De pente 1. Hein? Demi-tangente de pente 1. N'est-ce pas? On est au point 0, 0 et je trace une demi-tangente de pente 1. Puis, je vais tracer donc la tangente horizontale au point 0. Donc là aussi, j'ai une tangente horizontale. N'est-ce pas? Au point, pi sur 6, 3 racines de 3 sur 16. Pi sur 6, 3 racines de 3, je trace voilà le point et je trace une tangente horizontale. Et sur pi sur 2, 0, là aussi, je trace une tangente horizontale, mais à gauche. Hein? On est à gauche, donc il faut tracer une tangente horizontale. Vous avez la pente égale à 0, à gauche. Puis, je peux tracer maintenant facilement la courbe. Hein? C'est une courbe croissante, jusque-là. Puis maintenant décroissante et tangente à sa tangente. D'accord? Regardez. Voilà. Donc, la courbe va être facile maintenant à tracer. Vous suivez seulement les tangentes et vous avez votre courbe. Donc, voilà la courbe de f sur 0 pi sur 2. Maintenant, on me demande de tracer la courbe sur moins pi sur 2, pi sur 2. Qu'est-ce qu'on avait dit au départ? La fonction était impaire, donc sa courbe est symétrique par rapport à l'origine. Donc ça veut dire que cette courbe-là, vous la symétrisez par rapport à O, l'origine. Pour symétriser, hein, symétrie, c'est une activité simple, les élèves de 6e savent déjà faire. Hein. Vous symétrisez par rapport à... Vous symétrisez tous les points qui sont particuliers déjà. Ce point-là, vous le symétrisez. Ce point-là, vous le symétrisez. Cette tangente, vous symétrisez. Cette tangente-là aussi, vous... Quand c'est horizontal, ça reste horizontal. Quand c'est... D'accord? Alors, et voilà. Donc, la courbe symétrique, n'est-ce pas? Donc, sur moins pi sur 2, voilà la courbe de f. D'accord? Maintenant, on peut tracer encore sur d'autres intervalles de longueur qu'on veut, hein, même de longueur pas très particulière. Hein. Il suffit simplement donc de faire une translation donc de cette courbe-là. Vous translatez. Donc, toute cette courbe-là, vous la translatez sur un autre intervalle de longueur pi. Donc, regardez. Donc, sur un autre intervalle de longueur pi, je vais diminuer un petit peu. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez comment ça marche.
Voilà. Donc, sur chaque intervalle de longueur, n'est-ce pas, on peut avoir, donc sur moins 3 pi sur 2, 3 pi sur 2, on peut avoir tout ça. Donc, et surtout R, on peut faire. Donc, voici une illustration du CDI AEDEC présentée par Michel Lee. Merci.